Bonjour à toutes et à tous. Dans un instant, nous allons plonger au cœur de l'une des affaires judiciaires les plus sombres et les plus controversées de l'histoire française. Une histoire que vous pensez peut-être connaître, mais dont les véritables profondeurs restent, aujourd'hui encore, largement inexplorées. Ce que nous allons vous révéler ce soir n'est pas seulement le récit d'une tragédie, c'est la chronique d'un secret d'État. Une vérité sur le point d'éclater qui a été méticuleusement enterrée sous des années de mensonges officiels et de vies brisées. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la pièce manquante du puzzle, celle qui change absolument tout, vous sera dévoilée. Une révélation qui prouve que le plus grand danger ne venait pas de ceux qui étaient dans le box des accusés. Et si l'erreur judiciaire n'était pas une erreur, mais une fabrication, une construction délibérée pour masquer une vérité encore plus dérangeante? Et si, en voulant chasser des monstres sortis de l'imagination d'une femme, la justice en avait libéré un, bien réel, qui se cache peut-être encore parmi nous? Notre histoire commence dans un endroit qui ressemble à tant d'autres en France, Outreau. Une petite ville du Pas-de-Calais près de Boulogne-sur-Mer. Une ville ouvrière battue par les vents de la Manche. Et au cœur de cette ville, une barre d'immeubles HLM comme il en existe des milliers, la Tour du Renard. Un nom presque poétique pour un lieu qui va devenir le théâtre d'un cauchemar bien réel. C'est ici, dans l'anonymat de ces murs de béton, que vit une famille, la famille Delay. Thierry le père et Myriam Badaoui la mère. Ils ont 4 jeunes garçons. De l'extérieur, rien ne les distingue vraiment. Une famille modeste, des difficultés, comme beaucoup. Mais derrière la porte de leur appartement, l'enfer a déjà élu domicile. Nous sommes à la fin des années 90. Depuis des mois, des années même, les services sociaux reçoivent des signaux, des alertes. Les enfants d'Delay sont souvent absents de l'école. On les dit négligés. Entre 1994 et 1998, les registres de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer montrent une série d'admissions inquiétantes pour les garçons. Traumatisme crânien, infection, blessures suspectes. Des rapports sont écrits, des notes sont prises. Mais le système, lourd et surchargé, ne réagit pas. Ou si peu. La machine administrative grince mais ne broie encore personne. Jusqu'au 25 février 2000. Ce jour-là, tout bascule. Myriam Badaoui, la mère, pousse la porte des services sociaux. Elle n'en peut plus, dit-elle. Elle dénonce les violences de son mari, Thierry Delay. Elle demande le placement de ses 4 enfants. L'aide sociale à l'enfance exécute la demande. Les 4 frères, âgés de 4 à 10 ans, sont retirés à leurs parents et placés en famille d'accueil. On pense alors avoir sauvé des enfants de la violence d'un père. On est à 1000 lieues d'imaginer la boîte de Pandore qui vient d'être entr'ouverte. Pendant des mois, les enfants se taisent. Puis en décembre 2000, la parole se libère. D'abord des murmures. Des confidences hésitantes aux assistantes familiales. Les enfants racontent. Ils parlent de jeux étranges à la maison, de manières que leurs parents leur faisaient subir. Ils décrivent des scènes d'une crudité insoutenable, des visionnages de cassettes pornographiques, des viols. Leurs propres parents, disent-ils, sont les bourreaux. Mais ils ne sont pas les seuls. Les enfants donnent d'autres noms, ceux des voisins de palier, David Delplanque et Aurélie Grenon, puis d'autres locataires de la Tour du Renard. Les assistantes familiales, horrifiées, font un signalement au procureur de la République de Boulogne, Gérald Lezigne. L'action publique est déclenchée. L'enquête est confiée, en février 2001, à un jeune magistrat. Il s'appelle Fabrice Burgot. Il a 29 ans. C'est son tout premier poste de juge d'instruction. Il est seul, face à un dossier qui va rapidement prendre une ampleur démesurée. Il est jeune, ambitieux, et il veut faire la lumière sur cette affaire. Toute la lumière. Très vite, le juge Burgot est convaincu d'avoir mis au jour un vaste réseau pédophile. Les déclarations des enfants sont détaillées, répétées, et semblent se corroborer entre elles.
Elles évoquent des viols collectifs, des orgies sexuelles impliquant de nombreux adultes, parfois masqués, parfois armés, dans l'appartement des dealers mais aussi dans d'autres lieux. Les enfants parlent de caves, de parkings souterrains, de soirées où ils auraient été échangés contre de l'argent. Face à l'horreur de ces récits, le doute n'a plus vraiment sa place. Le juge choisit de croire les enfants, sans réserve. Leur parole devient la pierre angulaire de toute l'instruction. Pourtant, très tôt, certains professionnels de santé et psychologues alertent. Ils évoquent des propos stéréotypés, des récits évolutifs, des contradictions. Ils soulignent la fragilité psychologique des enfants, leur suggestibilité et le risque de contamination des témoignages. Ces mises en garde resteront largement ignorées. Les arrestations commencent. Thierry Delay est incarcéré. Myriam Badawi aussi. Puis viennent les voisins, les connaissances, des couples entiers de la Tour du Renard. La machine judiciaire s'emballe. À chaque nouvelle audition d'enfants, de nouveaux noms surgissent. Le cercle des suspects s'élargit sans cesse. Bientôt, ce sont plus de 17 adultes qui sont mis en examen puis incarcérés, souvent sur la seule base des accusations des enfants. Les conditions de détention sont éprouvantes. Certains accusés passent des mois, parfois des années en prison, coupés de leur famille, stigmatisés, désignés comme des monstres. Dans la petite ville d'Outreau, la rumeur enfle. Les médias s'emparent de l'affaire. Les titres parlent de réseaux pédophiles, de notables impliqués, de scandales d'ampleur nationale. La présomption d'innocence est balayée par l'émotion collective. Pourtant, les preuves matérielles sont quasi inexistantes. Aucun film, aucune photographie, aucune trace biologique ne vient corroborer les récits. Les lieux décrits par les enfants ne révèlent rien. Les perquisitions restent infructueuses. Mais pour l'instruction, cela n'est pas déterminant. L'absence de preuves est interprétée comme la preuve d'un réseau particulièrement organisé et prudent. Certains accusés commencent à craquer. Sous la pression, après de longs mois de détention, ils finissent par reconnaître partiellement les faits avant de se rétracter. Ces aveux fragiles, souvent incohérents, sont néanmoins intégrés au dossier comme des éléments à charge. Le doute, au lieu de s'installer, se dissout encore davantage. En 2004 s'ouvre le premier procès devant la cour d'assises de Saint-Omer. 17 accusés comparaissent. La salle est comble. L'émotion est immense. Les enfants, devenus adolescents, témoignent à nouveau. Leurs récits ont évolué, se sont transformés. Certains accusés sont acquittés, faute de charges suffisantes, mais d'autres sont lourdement condamnés. Les peines vont jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Pour les condamnés, c'est l'incompréhension totale. Ils clament leur innocence. Pour leurs proches, c'est un effondrement. Mais le cauchemar est loin d'être terminé. Plusieurs accusés font appel. Un second procès est ordonné. Cette fois, il se tiendra à Paris devant la cour d'assises d'appel en 2005. Et c'est là que tout va basculer. À Paris, en appel, le dossier est repris presque depuis le début. Et très vite, le climat change radicalement. Les magistrats de la cour des assises des appels décident d'examiner les affaires avec un regard neuf. Ils confrontent les témoignages, relisent les procès-verbaux et surtout, ils prennent le temps d'écouter les accusés, longuement, méthodiquement. Les contradictions, jusque-là minimisées, apparaissent au grand jour. Les récits des enfants, présentés comme cohérents lors de la première instruction, se révèlent en réalité truffés d'incohérences temporelles et factuelles. Des scènes décrites comme simultanées ne peuvent matériellement pas l'avoir été. Des accusés sont censés se trouver au même moment, en des lieux différents. Les experts psychologues sont réentendus. Cette fois, leurs réserves sont prises au sérieux. Ils expliquent le phénomène de suggestion, la manière dont des enfants fragiles peuvent intégrer, transformer et amplifier des récits sous l'effet de questions répétées, d'attentes implicites et de validation institutionnelle. Ils rappellent que la parole de l'enfant est précieuse,
mais qu'elle n'est pas infaillible. Progressivement, l'édifice s'effondre. Les aveux obtenus en détention apparaissent pour ce qu'ils sont, des paroles arrachées à bout de souffle, sous la pression psychologique, sans valeur probante réelle. Aucun élément matériel ne vient soutenir les accusations. Toujours aucune trace, aucun support, aucun témoin extérieur indépendant. Dans la salle d'audience, le malaise est palpable. Ce qui était présenté comme un réseau pédophile tentaculaire ressemble désormais à une construction fragile, bâtie sur des certitudes prématurées et un emballement judiciaire. Les accusés racontent leur descente aux enfers, les gardes à vue interminables, l'isolement carcéral, la honte publique, les familles brisées. Le verdict tombe en décembre 2005. 13 accusés sont acquittés, totalement, sans ambiguïté. Ils sont reconnus innocents des faits qui leur étaient reprochés. Pour eux, c'est un soulagement immense, mêlé à une colère profonde. Car si la justice les libère, elle ne peut leur rendre les années perdues. Seuls 4 accusés sont condamnés. Les parents d'Ilé et 2 autres protagonistes, sur la base d'éléments distincts et limités. Le réseau n'existe plus. L'affaire Outreau s'effondre comme un château de cartes. Mais le scandale, lui, ne fait que commencer. Comment une telle erreur judiciaire a-t-elle été possible ? Comment 17 personnes ont-elles pu être incarcérées pendant des années sur la base d'un dossier aussi fragile ? L'opinion publique, qui avait massivement condamné, découvre avec stupeur l'ampleur du désastre. Une commission d'enquête parlementaire est créée en 2006. Les auditions sont publiques, retransmises, suivies par tout le pays. Magistrats, policiers, experts, responsables institutionnels sont appelés à s'expliquer. Pour la première fois, la justice française se retrouve elle-même sur le banc des accusés. La commission d'enquête parlementaire devient le théâtre d'un règlement de compte inédit. Les députés interrogent sans ménagement les acteurs clés du dossier. Les caméras captent chaque hésitation, chaque silence, chaque malaise. L'opinion publique découvre alors l'ampleur des dysfonctionnements. Un juge d'instruction isolé sans réel encadrement des expertises psychologiques bâclées, une chambre de l'instruction incapable de jouer son rôle de contre-pouvoir, un parquet trop passif et une presse qui a relayé sans recul la version la plus sensationnaliste. Le juge Fabrice Burgaud est auditionné à son tour. Son passage restera gravé dans les mémoires. Face aux parlementaires, il apparaît fébrile sur la défensive. Il reconnaît quelques erreurs techniques, mais refuse d'admettre une faillite globale. Il se réfugie derrière la complexité du dossier, la pression médiatique, la nécessité de protéger les enfants. Ses réponses évasives, son incapacité à faire preuve d'autocritique choquent profondément. Pour beaucoup de Français, le symbole est là. Non pas celui d'un homme malveillant, mais celui d'un système incapable de reconnaître ses fautes. Les experts et psychologues sont également entendus, leurs méthodes sont disséquées, leurs conclusions mises en doute. Certains reconnaissent avoir travaillé dans l'urgence, avec des moyens dérisoires. La fameuse phrase de Jean-Luc Viaud, « Quand on paie les expertises au tarif d'une femme de ménage, on a des expertises de femmes de ménage », résonne comme un aveu glaçant. Elle devient l'emblème du fiasco. Les médias, eux aussi, sont pointés du doigt. Leur emballement, leur vocabulaire, la manière dont ils ont présenté les accusés comme des coupables avant tout jugement. Certains journalistes reconnaissent leurs erreurs. D'autres se défendent en invoquant le contexte de l'époque, marqué par la peur des réseaux pédophiles et le traumatisme d'affaires précédentes. Mais le mal est fait. Les visages des innocents d'Outreau ont été durablement associés à l'horreur. Pendant ce temps, les acquittés tentent de se reconstruire. Mais la liberté retrouvée est lourde à porter. Beaucoup sont ruinés, psychologiquement brisés. Certains ne retrouveront jamais un emploi. D'autres perdront définitivement le lien avec leurs enfants. La réparation financière accordée par l'État, parfois conséquente, apparaît dérisoire face à l'ampleur des dégâts humains. Alain Marécaux, l'huissier de justice, devient l'un des porte-voix de ce drame. Son témoignage bouleverse le pays. Il raconte la prison,
l'humiliation, la perte de tout ce qui faisait sa vie. Quelques semaines après sa libération, il tente de se suicider. Il survivra mais restera marqué à jamais. Son livre Chronique de mon erreur judiciaire fera l'effet d'une onde de choc. Et puis il y a les enfants, les véritables victimes initiales. Ceux dont la parole a été à la fois sacralisée puis discréditée. Leur souffrance, bien réelle, a été noyée dans le chaos judiciaire. Ils grandissent avec cette double blessure, avoir subi des abus et avoir été utilisés comme instrument d'une tragédie collective. Certains maintiendront toute leur vie que d'autres adultes étaient impliqués. D'autres sombreront dans la violence, la marginalité, la délinquance. L'affaire Outreau aura brisé des générations entières. Dans le sillage du scandale, des réformes sont engagées. La possibilité de faire appel des verdicts d'assises est instaurée. L'enregistrement audiovisuel des gardes à vue devient obligatoire pour les crimes. La détention provisoire est davantage encadrée. Des garde-fous sont posés. Mais beaucoup se demandent si ces changements suffisent à prévenir un nouveau drame. Le terme de syndrome d'Outreau entre dans le langage courant. Il désigne cette peur paralysante de l'erreur judiciaire, une peur qui paradoxalement conduira parfois à l'inaction. Dans les années suivantes, les condamnations pour violences sexuelles sur mineurs chutent brutalement. Certains magistrats hésitent, doutent, redoutent d'être accusés à leur tour d'avoir fait un outreau. Le scandale a laissé une trace profonde, presque indélébile, dans l'institution judiciaire française. L'acquittement général de décembre 2005 aurait dû être le point final, la fin du cauchemar. Mais pour les victimes de cette histoire, qu'elles soient de l'erreur judiciaire ou des abus initiaux, la fin n'existe pas. Le rideau tombe sur le procès, mais les lumières se rallument sur des vies en ruine. Pour les 13 acquittés, la sortie de prison n'est pas une libération, mais le début d'un autre combat, peut-être plus solitaire encore, celui de la reconstruction. Ils sont marqués au fer rouge, à jamais associés dans l'imaginaire collectif à la pédophilie, même innocentés. Leurs noms sont une souillure. Pour les 13 acquittés, la liberté a un goût amer. Comment se reconstruire quand on a tout perdu? Son travail, sa maison, ses économies, sa réputation, et parfois l'amour de ses propres enfants, qui ont été placés et à qui on a répété pendant des années que leurs parents étaient un monstre. L'État français leur versera des indemnités, des sommes importantes pour certains, mais aucun chèque ne peut effacer les années de prison, l'humiliation, les nuits de désespoir. L'histoire d'Alain Marécaux, l'huissier de justice, est emblématique de cette reconstruction impossible. Quelques semaines après sa libération, après avoir témoigné avec une dignité poignante devant la commission des enquêtes parlementaires qui se met en place, il tente de se suicider. Il a survécu à la prison. Mais l'épreuve de la liberté, le retour à une vie qui n'existe plus, est presque plus terrible. Il écrira un livre, Chronique de mon erreur judiciaire, un récit glaçant qui sera adapté au cinéma sous le titre Présumé coupable. Son combat pour la reconnaissance deviendra le combat de tous les acquittés. Mais tous n'auront pas sa force. Certains sombreront dans la dépression, l'anonymat, fuyant à jamais le nom maudit d'Outreau. Et les autres acteurs de ce drame, le juge Fabrice Burgot, l'architecte du désastre, est lui aussi entendu par la commission d'enquête parlementaire. Son audition, retransmise en direct, est un moment de télévision surréaliste, un spectacle de la gêne et du déni. Face aux questions précises des parlementaires, le jeune magistrat autrefois si sûr de lui apparaît fragile, évasif. Il transpire, cherche ses mots, se perd dans des justifications techniques. La France entière découvre l'homme derrière le juge, et l'image est dévastatrice. Ce n'est pas un monstre, mais un fonctionnaire dépassé par une affaire trop grande pour lui. Un homme incapable d'admettre l'ampleur de sa propre faillite. On le voit, mal à l'aise,
peinant à justifier ses décisions, reconnaissant à demi-mot quelques erreurs, mais sans jamais admettre la faillite totale de son instruction. Sa sanction sera dérisoire. Une simple réprimande, la plus faible des sanctions disciplinaires, sans aucune incidence sur sa carrière. Il continuera d'exercer, promu à des postes importants, loin des salles d'interrogatoire. Pour l'opinion publique, c'est un scandale dans le scandale. Le système se protège lui-même. Myriam Badaoui et Thierry Delay, les seuls vrais coupables, purgent leur peine. Ils divorcent. À sa sortie de prison, Myriam Badaoui tentera de refaire sa vie, changera d'apparence, mais restera à jamais la menteuse d'Outreau. Et les enfants, les 12 enfants reconnus victimes par la justice. Ils sont les oubliés de l'après-Outreau. Leur parole, un temps sacrée, est devenue suspecte. Leur calvaire, bien réel, a été noyé dans le fiasco judiciaire. Ils ont grandi avec ce double fardeau. Avoir été victimes de leurs parents et avoir été les instruments involontaires de la destruction d'innocents. Certains, comme Jonathan Delay, l'un des fils de Myriam et Thierry, maintiendront leur vie durant que d'autres adultes, parmi les acquittés, étaient coupables. Créant un doute permanent, une blessure qui ne se referme pas. D'autres, comme son frère Chérif, basculeront eux-mêmes dans la violence et la délinquance, reproduisant le cycle tragique dont ils ont été les premières victimes. L'affaire a laissé une trace indélébile sur la justice française. On parle désormais du syndrome d'Outreau, la peur panique de commettre une nouvelle erreur judiciaire. Les magistrats sont devenus frileux. La parole de l'enfant, hier sacralisée, est aujourd'hui examinée avec une méfiance extrême. Dans les années qui ont suivi le verdict, les statistiques montrent une chute vertigineuse du nombre de condamnations pour des faits de pédophilie. Combien de vrais coupables ont échappé à la justice par peur de faire un nouvel Outreau? La protection des enfants a-t-elle reculé au nom de la protection de l'institution judiciaire? Le fiasco a révélé les failles béantes du système. La solitude du juge d'instruction, le manque de contrôle de son travail, la puissance des expertises psychologiques parfois fragiles, l'emballement médiatique. Des lois ont été votées pour tenter de corriger ces dysfonctionnements, pour rendre les procès d'assises filmables, pour réformer la détention provisoire. Mais le système a-t-il vraiment changé en profondeur? La loi dite Perben II, modifiée en urgence après le fiasco, a introduit l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue pour les affaires criminelles et la possibilité de faire appel des verdicts d'Elaye, assises, ce qui n'était pas le cas avant. Des garde-fous ont été installés. Mais l'esprit de corps, la peur de la remise en question, la pression de l'opinion publique, tout cela peut-il vraiment être contenu par des textes de loi? La vérité de l'affaire Outreau est un puzzle complexe, aux pièces manquantes. 13 personnes ont été innocentées, c'est un fait. Mais cela signifie-t-il que toute la vérité a été dite? Des années plus tard, l'un des couples acquittés, Franck et Sandrine Lavier, sera condamné pour des violences sur leurs propres enfants. En 2023, Franck Lavier sera de nouveau condamné, cette fois pour agression sexuelle sur sa fille. Ces faits, distincts de l'affaire Outreau, jettent un trouble rétrospectif. Et si dans le tas de mensonges de Myriam Badaoui se cachaient quelques fragments de vérité? Et si, à côté des très innocents, d'autres coupables, bien réels, avaient profité du chaos et de l'effondrement de l'enquête pour échapper dans les ombres? Nous ne le saurons probablement jamais. L'affaire Outreau est condamnée à rester une histoire de doute, une tragédie où il n'y a que des perdants. Les enfants, dont la souffrance a été instrumentalisée. Les innocents, dont les vies ont été volées. Et la justice, qui a perdu ce jour-là une part essentielle de sa crédibilité et de son âme. Le secret qui a été révélé n'est pas celui d'un complot, mais celui, bien plus terrifiant, de la faillibilité humaine. La démonstration que des gens ordinaires, juges, experts, journalistes,
peuvent, en étant convaincus de faire le bien, produire le pire. Ils voulaient traquer des monstres, mais ils en ont créé un collectif et aveugle, une machine judiciaire qui, pour un temps, a perdu la raison. Alors, 20 ans après, que reste-t-il? Des cicatrices, des questions et une méfiance profonde. Elle, affaire, a prouvé qu'une erreur judiciaire N est pas seulement une erreur sur la culpabilité d'un homme. C'est un poison qui se diffuse dans toute la société, quand la machine chargée de nous protéger se transforme en notre pire ennemi, qui vient nous sauver de nos sauveurs.